Une petite voiture de sport décapotable roule sur une route déserte, soulevant un nuage de poussière derrière elle. Le conducteur, très bien habillé, se regarde dans le rétroviseur et ajuste légèrement ses lunettes de soleil. Il sait qu'il est élégant et se sent bien. Pourquoi le producteur du 9e film le plus populaire d'Hollywood du mois de septembre ne serait-il pas heureux? La voiture s'arrête soudainement devant un ensemble de bâtiments, les seuls bâtiments dans ce vaste désert. Le producteur sort de la voiture et explore ce lieu abandonné. La piste d'atterrissage en béton est fissurée. Les bâtiments sont abîmés par les intempéries. Un vaste désert sans fin s'étend sur des kilomètres et dans toutes les directions. « Cet endroit est génial !» dit le producteur à voix haute, mais à personne en particulier. L'endroit serait parfait pour son nouveau film, qui se passe entièrement sur une piste d'atterrissage dans le désert et raconte l'histoire d'un mécanicien d'avion qui tombe amoureux d'une femme, chasseur de primes, à la poursuite d'un détenu en cavale. Une histoire vieille comme le monde. Mais où est passé le type qui l'a appelé? Il n'arrêtait pas de dire qu'il voulait faire un documentaire sur le désert, ou quelque chose comme ça. Mais ça n'a plus d'importance à présent. Il ignore quel super lieu de tournage il a devant lui. Le producteur lance un « Bonjour ?» mais la seule réponse qu'il reçoit est la petite brise du désert. Il enlève ses lunettes de soleil et regarde autour de lui. Il voit que les portes du hangar sont entrouvertes. Peut-être que le propriétaire de cet endroit est à l'intérieur. Le producteur entre dans le hangar, mais s'arrête brusquement. Il reste bouche bée. Il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Cet endroit est encore mieux que ce que le type au téléphone avait décrit. Le hangar est immense et complètement vide. Il pourrait probablement construire presque tous les décors dans le hangar. Peut-être même y tourner tout le film. Il économiserait une fortune sur le budget, en n'ayant pas à débourser les sommes exigées par les studios de cinéma de Los Angeles. « Tu es un grand génie », se dit-il. Le film pourrait faire un flop et être quand même un succès financier. Mais où est passé le type qui l'a appelé? Ignore-t-il qui il est? C'est un producteur très important et il n'a pas le temps d'attendre un inconnu dans le désert qui gère un aéroport à dessous. Ok, c'est bon, il s'en va. Le producteur se prépare à partir, mais les portes du hangar se referment brusquement avec fracas. Est-ce une blague? Il s'approche des portes du hangar et commence à taper dessus, mais elles ne bougent pas. « Bonjour! Hey! Je suis piégé ici! Quel est le problème ?» Toujours pas de réponse. Que se passe-t-il ici? Le producteur commence à s'inquiéter. Est-ce un coup monté? Est-il sur le point de se faire dévaliser? Cela ne serait pas la pire chose au monde s'il se faisait voler sa voiture. Il a 9 paiements de retard de toute façon. Mais bon sang, il fait chaud ici. Il faisait déjà chaud dehors, mais c'est encore pire dans ce hangar. Et qui a dit que l'air du désert était sec? Un imbécile, c'est sûr. L'humidité ici est étouffante. Le producteur déboutonne son col pour se rafraîchir. Bon, j'en ai assez. Si tu ne me laisses pas sortir d'ici, tu vas avoir de gros problèmes, mon gars. Juste à ce moment-là, le producteur entend un bruit derrière lui, émanant de la partie la plus sombre du hangar. Le producteur ne réagit pas. Il doit garder son calme. Il se penche et fait semblant de faire ses lacets, et sort un pistolet Derringer de son étui, situé au niveau de la cheville. Il se lève et tourne sur lui-même, en pointant l'arme devant lui. Mais il ne voit personne dans l'obscurité. « C'est ta dernière chance! Je ne plaisante pas !» Le bruit étrange recommence. Un petit grondement, et le producteur vacille. Que vient-il de se passer? C'est comme si le sol avait ondulé et l'avait projeté en avant. Ça se reproduit à nouveau. Le producteur se met à hurler. Qu'est-ce qui se passe? Le grondement et le hurlement s'amplifient, tandis que le sol continue à onduler et à le projeter vers l'avant, comme une vague déferlant sur la terre ferme. S'agit-il d'un tremblement de terre? Le producteur est projeté à terre, et le sol continue de le faire avancer vers l'endroit d'où provient cet horrible grondement. Il tente de se relever, mais il ne peut pas. Le sol bouge trop. Il essaie de ramper, mais se rapproche de plus en plus de la source du rugissement assourdissant qui semble provenir de... Qu'est-ce que c'est? Le producteur hurle et tire avec son arme sur la chose qui se trouve devant lui. Grâce à la lumière produite par les coups de feu, il peut enfin la voir, cette chose vers laquelle il est poussé. Une gueule géante et béante, remplie d'une multitude de dents. Quelle tristesse pour ce producteur de film. Dommage qu'il n'ait pas réalisé, avant qu'il ne soit trop tard, que le lieu de tournage de son nouveau film serait aussi le dernier. Car comme vous l'avez probablement déjà compris, ce bâtiment inconnu, situé au milieu du désert, n'est pas du tout ce qu'il semble être, et est en fait assez bien connu de la fondation SCP, sous le nom de SCP-1051. Le SCP-1051 n'est pas vraiment un bâtiment, mais est en fait un organisme vivant. La carcasse de cette créature, qui ressemble à un hangar d'avion, est assez grande
et mesure environ 700 mètres de long sur 500 mètres de large sur 60 mètres de haut. C'est un organisme totalement immobile qui agit comme un prédateur embusqué, attirant ses proies grâce à différentes formes de manipulation psychologique. Le SCP-1051 utilise plusieurs moyens pour tenter d'attirer des proies, mais sa méthode privilégiée consiste à diffuser certaines idées dans la culture populaire. Il essaie constamment de se connecter aux satellites en orbite et de les utiliser pour diffuser des signaux de télévision, des images et d'autres supports. On estime qu'il a un taux de réussite d'environ 25% pour ce qui est de la connexion et de la transmission de son message par les satellites. Il pourrait également avoir la capacité de transmettre des émissions de radio ordinaires ou de se connecter à des lignes téléphoniques standards. Les messages que le SCP-1051 envoie relèvent généralement de la catégorie des théories conspirationnistes, dont la plupart se rapportent à lui-même. Il a publié des informations sur divers sites web conspirationnistes, notamment des rapports faisant état de l'existence de vaisseaux spatiaux, faisant l'objet d'une rétro-ingénierie dans son hangar. On trouve également des descriptions de soi-disant hommes en noir se servant de son emplacement, comme d'un lieu pour entrer en contact avec des extraterrestres. Et il a tenté de répandre des rumeurs selon lesquelles il s'agirait d'un site utilisé pour tester un certain nombre de matériels top secrets, notamment des armes énergétiques, des dispositifs de contrôle des conditions météorologiques, des machines de téléportation et des systèmes de propulsion invraisemblables. Le SCP-1051 a également tenté de propager par des transmissions radio et télévisées qu'il s'agit d'un site utilisé par un gouvernement de l'ombre des États-Unis. Il a passé plusieurs appels à des sociétés de production basées à Hollywood dans le but de les inciter à diffuser ces informations et a également contacté plusieurs journaux à sensation. Mais le plus abominable reste qu'il a même envoyé des ordres à des agents du renseignement militaire américain en se faisant passer pour un haut fonctionnaire et en leur ordonnant de révéler la localisation du SCP-1051. Le SCP-1051 semble vouloir à tout prix faire connaître son emplacement aux personnes de passage, dans le but de les attirer à l'intérieur et de se nourrir. Et la structure du SCP-1051 est parfaite pour cela. Sa structure organique étrange se compose d'une énorme langue qui ressemble beaucoup à une piste d'atterrissage. La langue débouche directement sur un ensemble de grandes portes de hangars d'avions, que l'on pourrait considérer comme la bouche de l'organisme. Cette bouche donne sur ce qui ressemble à un hangar, mais qui est en fait un organe de l'appareil digestif du SCP-1051, qui réduit ses proies en une bouillie pour faciliter la digestion. Le bâtiment suivant est l'estomac de la créature, qui décompose la proie liquéfiée en nutriments et élimine les déchets ne pouvant pas être digérés. Les nutriments sont transportés vers la zone où l'on pense que le cerveau du SCP-1051 se trouve, tandis que les déchets sont éjectés de la structure. Enfin, il y a ce qui ressemble à un ensemble d'antennes sur le côté du bâtiment. Ces organes de diffusion de l'information se prolongent également sous le sol, où de nombreuses autres antennes et fils existent et permettent au SCP-1051 d'envoyer de multiples signaux de télévision, de radio et bien d'autres encore. Le SCP-1051 a été découvert en 1947, lorsqu'une structure ovoïde s'est écrasée dans le désert du sud-ouest américain, près de la ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. L'armée de l'air des États-Unis a récupéré cet étrange œuf et l'a déplacé jusqu'à son emplacement actuel dans le Nevada, pour observation et recherche. Les experts de l'armée de l'air, chargés des recherches sur l'objet, ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une météorite, mais composée d'un matériau encore inconnu. Ils ont rapidement découvert que l'objet était creux et qu'il était rempli d'une sorte de liquide. Le plus étrange est qu'ils ont détecté quelque chose dans ce liquide, et cela bougeait. Ils ont étudié l'objet pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose se produise qui mette fin à leurs recherches pour de bon. L'œuf a éclos. Une nuit, alors que le sergent Bernson de l'armée de l'air et deux scientifiques, les docteurs James et Gold, effectuaient leur travail habituel d'analyse de l'objet, ils ont entendu un bruit étrange. Lorsqu'ils regardèrent l'objet, ils virent qu'une fissure avait commencé à se former sur l'enveloppe extérieure. Cette fissure a continué à se développer pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce que quelque chose traverse finalement la coquille. Une créature extraterrestre est sortie de la coquille, et les hommes se sont mis à courir. Mais une sorte de long bras tentaculaire a attrapé le Dr James. Le scientifique a été happé par la créature et a semblé l'absorber dans son corps. Le sergent Bernson et le Dr Gold ont réussi à s'échapper du hangar à avion et à envoyer un signal de détresse. Et c'est cet appel à l'aide décrivant l'attaque d'une créature extraterrestre qui a permis à la fondation SCP de repérer l'objet. Au moment où le sergent Bernson envoyait le signal de détresse, le Dr Gold lui tapa sur l'épaule et lui montra le hangar où l'objet ressemblant à un œuf était entreposé. Les deux hommes ont vu le hangar se déformer et s'étendre,
comme si quelque chose faisait pression sur les murs depuis l'intérieur. Le hangar s'est soudainement effondré et ils ont vu la créature se tortiller au milieu des débris. Puis une nouvelle coquille a commencé à se former autour de l'alien. Elle s'est agrandie et s'est modifiée jusqu'à ce que soudainement, elle prenne la forme exacte du hangar qui se trouvait là auparavant. Les agents de la fondation SCP sont arrivés sur le site peu de temps après et ont pris le contrôle de la zone. Ils ont découvert presque immédiatement que la créature, en forme de bâtiment, était loin d'être en dormance. Cet extraterrestre, qui est sorti d'un œuf et qui a pris la forme d'un hangar d'avion, était en train de pondre ses œufs. De temps à autre, le bâtiment projetait des œufs dans le ciel. Plusieurs de ces œufs ont été interceptés et récupérés par la Fondation, mais d'autres ont réussi à se frayer un chemin et à quitter l'atmosphère terrestre. Il était donc impossible de les récupérer. La Fondation a également rapidement détecté que des signaux radio étaient émis par le hangar et a installé une petite radio à proximité permettant à la fois de recevoir et d'envoyer des signaux à la créature, désormais désignée sous le nom de SCP-1051. Le docteur Richardson, le chercheur de la Fondation sur place qui dirigeait les recherches sur le SCP-1051, a trouvé la fréquence sur laquelle la créature émettait et a tenté de communiquer avec elle. Après lui avoir demandé si elle l'entendait, la créature a répondu et elle a fait une demande très simple. « Donne !» Quand le docteur Richardson lui a demandé de développer, en demandant « Donner quoi ?» le SCP-1051 a répondu « Je veux de la nourriture. Apportez de la nourriture. » Quand le docteur a dit au SCP-1051 qu'il ne recevrait pas de nourriture, l'anomalie a immédiatement envoyé une nouvelle transmission disant « La zone 51 est actuellement contrôlée par la Fondation SCP, une organisation gouvernementale secrète qu'il a désignée sous le nom de SCP-1051. Voici les noms de quelques agents. » Le docteur Richardson a coupé le SCP-1051 et a ordonné qu'un agent de classe D soit envoyé à l'intérieur de la créature, dans l'espoir de l'apaiser et de l'empêcher d'envoyer d'autres transmissions au sujet de l'organisation hautement secrète. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il envoyait ces signaux, le SCP-1051 a répondu qu'il voulait rendre les humains curieux. Il s'est avéré que sa stratégie de chasse était d'inonder le monde de théories conspirationnistes. Des théories conspirationnistes à son sujet. Cela inciterait alors les personnes curieuses à venir explorer les lieux, et une fois qu'elles seraient entrées dans le hangar, leur curiosité les gratifierait de la rencontre avec l'alien qu'elles recherchaient. Le SCP-1051 a également expliqué que les œufs qu'il éjectait étaient ses bébés, et il a semblé assez contrarié que la Fondation ait intercepté certains d'entre eux alors qu'ils tentaient de quitter l'orbite terrestre. Mais où le SCP-1051 a-t-il trouvé ces théories conspirationnistes? A-t-il étudié notre culture et l'essor de la science-fiction dans les années 1940 pour inventer des histoires qui, selon lui, mèneraient les gens jusqu'à lui? Le docteur Richardson, chercheur à la Fondation, avait l'intuition que quelque chose d'autre se passait. Il a ensuite parlé au Dr Gold, l'autre scientifique de l'Air Force, qui avait étudié la météorite en forme d'œuf. Il lui a demandé de décrire la première victime du SCP-1051, le Dr James. Le Dr Gold lui a dit que le Dr James était obsédé par son travail et que cela se répercutait sur sa vie personnelle. C'était un vrai fan de science-fiction. Le Dr James aimait apparemment les films à petit budget, surtout ceux sur les extraterrestres et les ovnis. Il était convaincu que le gouvernement avait déjà les deux en sa possession, et ses recherches sur l'étrange météorite en forme d'œuf n'ont fait que renforcer sa croyance. Le SCP-1051 avait-il assimilé ses connaissances lors de son premier repas ici, sur Terre, et les utilisait-il maintenant pour attirer de nouvelles proies un peu trop curieuses? Le docteur Richardson pensait que cela pouvait être encore plus profond que cela. Lorsqu'il a fait écouter au Dr Gold un enregistrement de la première conversation qu'il a eue avec le SCP-1051, celle où le SCP-1051 lui a dit qu'il voulait qu'il apporte de la nourriture, le Dr Gold a été choqué. La voix qu'il a entendue était celle du Dr James. Le SCP-1051 est toujours dans le désert du Nevada, et le secteur où il se trouve est surveillé en permanence par pas moins de 20 membres de la Fondation, portant des uniformes ressemblant à ceux des membres de l'armée de l'air américaine. Ils sont autorisés à tirer sur les intrus, mais pas dans le but de les tuer, seulement pour les faire fuir. Si des intrus s'approchent à moins d'1 kilomètre du SCP-1051, ils seront arrêtés et recevront un traitement amnésique de classe A. Étant donné que la dangerosité du SCP-1051 provient de sa capacité à répandre de fausses informations, la Fondation SCP a concentré ses efforts en vue d'en empêcher la diffusion. Les agents sont tenus de répondre à toute rumeur ou question sur le SCP-1051 par le déni et la dérision pour faire comprendre qu'il ne s'agit que d'histoires et qu'il est stupide de les croire.
Si les personnes font preuve de connaissances dépassant le cadre des mythes et des rumeurs, il est possible de leur administrer un amnésique de classe A. Tous les satellites en orbite, près de l'emplacement du SCP-1051, doivent être surveillés pour éviter toute interférence avec leur transmission. Et si des antennes, dont on ignore le but, sont découvertes dans une zone de 10 km autour du bâtiment, elles doivent être détruites ou entourées d'une cage de Faraday. Si le SCP-1051 ne peut pas se déplacer, sa capacité à se reproduire et la difficulté pour la Fondation de mettre fin à la diffusion de ces fausses informations lui ont valu d'être classé Euclide, et des recherches sur ses origines et sa composition biologique sont en cours. À présent, découvrez une autre anomalie dans laquelle vous ne souhaiteriez jamais mettre les pieds, le SCP-002, la salle à manger. Et n'oubliez pas de vous abonner, puisque nous explorons toujours plus en profondeur les archives classifiées de la Fondation SCP.